Épreuve a crié sur une fille « porte ton foulard ». Et donc, en fait, elle s'est cassée de la salle, de la classe. Et donc, le régime iranien, toujours, n'arrive pas, en fait, à appliquer le projet de la loi et le hijab est chasteté. Les Iraniennes et les Iraniens gagnent, en fait, leur combat. Vous publiez aujourd'hui Femmes, Vie, Liberté, une enquête sur votre infiltration en Iran pendant les révoltes qui ont suivi la mort de Mahsa Amini en 2022. Pouvez-vous nous raconter comment vous avez réussi à entrer en Iran? Je suis né en Afghanistan en 1996 à l'arrivée des talibans. Mes parents ont fui la guerre pour ensuite se réfugier en Iran. Je suis arrivé en France en 2015 parce que j'ai fait une enquête sur le marché d'opium en Afghanistan. J'ai reçu mon statut de réfugié politique le 21 décembre 2015. Donc en fait, je suis devenu français en 2020 après avoir demandé à être naturalisé. Il y a beaucoup d'Iraniennes et Iraniens m'ont contacté, les jeunes avec qui j'ai tissé des liens suite à des manifestations au prix de naissance en 2019, puis pendant le mouvement Famille Liberté, le 16 septembre 2022, après la mort de Mahsa Amini, qui avait 22 ans, cette jeune fille qui a été tuée par la police des mœurs parce que son foulard était mal ajusté, qui était en compagnie de son frère, est décédée à l'hôpital de Kasra de Téhéran. Les jeunes sortaient dans les rues, notamment beaucoup de femmes. Aux côtés de ces femmes, il y avait beaucoup d'hommes aussi. On a regardé beaucoup d'images sur les réseaux sociaux. On a partagé, on les a likées. Mais en fait, moi je voulais... aucun journaliste n'était autorisé à aller en Iran. Donc c'était mon devoir d'y aller parce que je pouvais demander un visa touriste. Malgré les risques, je connaissais les risques. Donc le pire, c'était en fait la peine de mort. Je me suis infiltré en Iran et une fois arrivé sur place, on a voulu avec Marine Courtade donner la parole à ces activistes de l'ombre dont on parle dans le livre. Dans le livre, vous vous concentrez sur 5 personnages de cette révolte iranienne. Pourquoi les avoir choisis? Qui sont ces Iraniens qui résistent au régime? Et ils font partie à la fois de la classe populaire, à la fois de la classe moyenne et des familles aisées. Quand on voit les étudiants notamment, le mouvement se créait en fait dans les facs à l'université d'Azad islamique de Téhéran où en fait on a vu les images de Aoud Ariaï, c'est des vêtus en plein campus. Moi je me suis infiltré dans cette université où j'ai assisté à un cours en tant qu'étudiant invité et donc j'enregistrais en même temps. Épreuve a crié sur une fille « porte ton foulard ». Et donc en fait elle s'est cassée de la salle, de la classe. Jour après jour, on a vu qu'en fait d'autres filles, d'autres hommes, d'autres garçons participaient pas en fait dans les classes pour en fait manifester aux normes de l'université. J'ai choisi ces profils parce qu'en fait on parlait pas en fait de ces activistes de l'ombre. On voyait les tags sur les murs qui sont ces artistes de l'ombre derrière ces affiches où on a liké, on a partagé sur les réseaux sociaux. C'était une jeune fille introvertie, timide, qui travaillait depuis en fait sa chambre de Téhéran où elle créait ses affiches de résistance. J'ai rencontré ce couple qui se sont rencontrés, qui se sont embrassés en fait dans les manifestations et qui aidaient en fait les cliniques clandestines, emmenaient en fait les blessés dans les appartements à Téhéran. On a continué d'enquêter, aller plus loin dans leur famille, comment ça se passe, est-ce qu'ils ont une famille religieuse ou pas, conservatrice ou pas, est-ce qu'ils ont changé de métier, est-ce qu'ils ont été arrêtés, est-ce qu'ils ont des amis qui ont été arrêtés, est-ce que leurs parents les soutiennent ou pas. Donc Famille Liberté, Jeune Jian Ajadi, c'est en fait le slogan kurde. Il ne faut pas oublier qu'en fait Mahsa Amini était kurde. En Iran déjà, il y a beaucoup de discrimination envers des Kurdes, envers d'autres ethnies. On voit un pays uni aujourd'hui. On voit en fait cette jeunesse s'organise un peu partout. Ce mouvement Famille Liberté est devenu historique parce qu'en fait cette jeunesse n'avait pas peur des exécutions, d'être arrêtée, torturée par le régime iranien. C'était aussi de voir cette jeunesse qui ne demandait pas seulement en fait le changement. Elle le construisait en fait avec des gestes simples. Elle ne portait pas le foulard. Et on voit de plus en plus une désobéissance civile dans les rues qui est répand en fait partout dans les grandes villes en Iran. C'était pas en fait seulement des manifestations, c'était aussi en fait à côté s'organiser dans les cafés clandestins et ils sortaient dans les rues sans le foulard, des soirées clandestines. Elles dansaient, elles s'embrassaient, donc tout ce qui était interdit en fait par le régime iranien. Je vous donne un exemple. Une fille m'a dit, enfin Mortaza, nous, c'est vrai qu'en fait le régime depuis la naissance de la République islamique d'Iran nous oblige de porter le foulard, de garder notre hijab. On a peur pour nos proches, on a peur qui garde toujours un foulard, un châle dans son sac pour ne pas avoir de problème pour les autres. Quand elle voit la police ne pas être en fait filmée, photographiée, surveillée par les caméras de surveillance, ensuite
ensuite à recevoir des amendes. Et où en est l'Iran aujourd'hui? Les soulèvements de 2022 ont-ils été utiles? Le régime affaiblit de plus en plus et ils ont peur. Pourquoi le régime iranien a peur? On a vu avec la chute de Bachar al-Assad qu'en fait ils ont peur que ce soit le prochain. Et d'un côté en fait, ils perdent aussi ses alliés. Après ce mouvement, la police des mœurs est mise en retraite. Donc le régime iranien toujours n'arrive pas en fait à appliquer le projet de la loi et le hijab est chasteté. C'est un message d'espoir aussi pour la communauté internationale. Pourquoi le mouvement Femmes et Liberté est devenu historique? C'est parce qu'en fait, tout un pays était derrière ce mouvement. Aux côtés de ces femmes, il y avait beaucoup d'hommes aussi qui manifestaient, qui ont reçu des balles réelles, qui ont été tués, exécutés dans les prisons, qui sont toujours détenus dans les prisons de renseignement en Iran. Ils espèrent bien un changement prochainement, bien sûr.